Il n'est pas entré au palais pour parler. Il est entré parce que le pays était déjà attaqué. Tentative de déstabilisation, ciblage direct. Assassinat envisagé comme variable acceptable du jeu politique. Quand le capitaine Ibrahim Traoré prend la parole 2 ans plus tard, ce n'est pas pour rassurer, c'est pour acter une réalité. Le pouvoir, à ce stade, n'est plus une position, c'est une zone de combat. Il le dit sans détour. Venir au sommet de l'État, dans ce contexte, signifiait accepter 2 issues, réussir ou disparaître. Pas d'entre-deux, pas de retraite possible. Ce qui est présenté comme une transition s'est transformé en friction permanente, sécurité, économie, pression sociale, ingérences extérieures, mais surtout collision frontale avec des intérêts installés. Quand un pouvoir décide de toucher à la corruption, à la captation des ressources, à l'inégalité structurelle, il ne déclenche pas une crise, il révèle une guerre déjà en cours. Traoré ne décrit pas les attaques comme des réactions émotionnelles, il les présente comme des conséquences logiques, des réponses prévisibles à une ligne stratégique claire, empêcher le pillage, reprendre le contrôle, fermer les circuits opaques. À partir de là, la déstabilisation devient normale, les complots deviennent un langage politique, les alliances internes se connectent aux forces impérialistes externes et le message est froid. Si le pays veut manger, se soigner, scolariser ses enfants sans dépendance, alors il devra déranger. Ce point est essentiel. Le conflit n'est pas une surprise, il est le prix. Et quand ce prix est accepté, une chose change irréversiblement, la peur cesse d'être un outil de gouvernance. Ce n'est pas un discours de résistance, c'est un constat de rupture. Une fois ce seuil franchi, le retour en arrière n'est plus une option politique. Pendant 2 ans, le pouvoir n'a pas frappé en premier. Il a parlé, il a averti, il a laissé le temps agir comme révélateur. Beaucoup ont interprété cela comme de l'hésitation. Certains y ont vu de la naïveté, d'autres ont parlé d'excès de pédagogie. Mais ce que Traoré décrit rétrospectivement est autre chose, une phase d'exposition. Avertir ici n'était pas chercher le consensus, c'était construire la preuve parce que frapper trop tôt dans un pays fracturé ne produit pas l'ordre, cela produit l'incompréhension et parfois la légitimation posthume des saboteurs. Il invoque un précédent lourd, Thomas Sankara. Non pas pour l'imiter, mais pour signaler une erreur historique, agir avant que le peuple ne voie. La stratégie était simple, mais risquée. Laisser les tentatives de déstabilisation se manifester, laisser les complicités internes s'exposer, laisser les alliances souterraines remonter à la surface. Ainsi, quand le moment viendrait, la sanction ne serait plus interprétée comme une purge, mais comme une nécessité. Ce basculement est fondamental, parce qu'à partir du moment où la population comprend jusqu'où certains sont prêts à aller contre leur propre pays, le cadre moral change, ce qui était perçu comme un conflit politique devient une trahison. Ce qui ressemblait à une divergence devient une menace existentielle. Et c'est là que la parole se ferme. Traoré le dit sans emphase, le temps des avertissements est terminé. À partir de maintenant, chaque acte portera ses conséquences. Sans pédagogie supplémentaire, sans justification publique prolongée. Ce n'est pas une montée de violence, c'est une fermeture de cycle. Quand un État cesse d'expliquer pourquoi il se défend, c'est qu'il estime que la société a déjà compris. À ce stade, la question n'est plus qui complote. La vraie question devient qui pensait encore que l'impunité était négociable. Et une fois cette ligne franchie, le pouvoir ne cherche plus à convaincre. Il agit pour structurer ce qui vient après. L'attaque de Barçalogo n'est pas présentée comme un incident. Elle est traitée comme un message, pas un message improvisé, un message calculé. Traoré refuse d'entrer dans les détails. Ce silence n'est pas une fuite. C'est un signal, tout ne se dit pas quand l'objectif est plus large que l'émotion. Il reconnaît une chose pourtant essentielle, la cible n'était pas seulement une position militaire, la cible c'était lui, pas pour ce qu'il représente symboliquement, mais pour ce qu'il a empêché auparavant, pour ce qu'il a refusé de laisser tomber. Barçalogo devient alors un point de condensation. Histoire personnelle, histoire militaire, histoire nationale, quand il affirme avoir désobéi à des ordres pour empêcher la chute de cette zone en 2022. Il ne se présente pas comme un héros, il expose une dette invisible et quand cette dette existe, elle appelle toujours une tentative de règlement. Ce que beaucoup perçoivent comme une vengeance est en réalité une logique stratégique, frapper là où l'impact psychologique est maximal, créer une brèche émotionnelle pour forcer une erreur politique, mais l'erreur n'est pas venue.
Au contraire, l'attaque déclenche un mécanisme froid, analyse interne, enquête militaire, responsabilité établie, sanctions annoncées. Aucune rhétorique sacrificielle, aucune exaltation du chaos. Chaque attaque devient un audit, chaque échec devient une donnée. Et surtout, un principe est posé, la faiblesse interne est plus dangereuse que l'ennemi externe. Quand un dispositif échoue, ce n'est pas l'ennemi qu'on excuse, c'est le système qu'on corrige. Des responsables sont relevés, sans bruit, sans spectacle. Dans cette logique, la guerre cesse d'être une réaction, elle devient un processus d'apprentissage brutal et à mesure que ce processus s'installe, une transformation silencieuse s'opère. La peur change de camp parce qu'un État qui analyse ses morts plutôt que de les instrumentaliser est un État qui prépare la suite. Et à ce stade, la question n'est plus de savoir si d'autres attaques auront lieu, la vraie question devient combien de fois le système devra encore se durcir avant que le message soit compris. Il y a une erreur persistante chez ceux qui regardent de loin. Croire que le pouvoir a choisi la guerre comme finalité. Traoré dit l'inverse. Sans détour, la guerre est un passage obligé, pas une identité, une contrainte imposée, pas une obsession idéologique. Quand il parle de reconquête territoriale, il ne parle pas de carte, il parle d'espaces où l'on peut marcher sans peur, d'endroits où l'on peut cultiver, voyager, exister sans escorte armée. C'est là que le discours se durcit parce qu'il brise un fantasme dangereux, sécurité d'abord, développement plus tard. Cette séquence n'existe pas. Faire la guerre sans créer du travail, c'est transformer la jeunesse en carburant sacrificiel. Développer sans sécurité, c'est produire des infrastructures mortes. Les deux doivent avancer ensemble ou aucun ne tiendra. C'est pour cela que l'armée se restructure pendant que l'économie locale est forcée de respirer. Recrutement massif, formation ralentie volontairement, équipement progressif, pas pour impressionner, pour durer. Traoré insiste sur un point souvent ignoré. Si les groupes armés avaient voulu entrer à Ouagadougou fin 2022, rien ne les en empêchait réellement. Cette phrase est un choc parce qu'elle révèle l'ampleur du vide laissé avant la transition. La réponse n'a pas été d'appeler à l'aide ceux-là même qui ont créé la dépendance. La réponse a été de reconstruire une capacité interne, lentement, imparfaitement, mais souverainement. Recruter trop vite aurait rassuré l'opinion. Former trop vite aurait coûté la guerre. Alors le tempo a été cassé volontairement. Et ce choix a une conséquence lourde. Le conflit s'inscrit dans la durée, mais il cesse d'être existentiel. À partir du moment où l'armée devient structurelle, où les unités se connaissent, vivent ensemble, combattent ensemble, la guerre cesse d'être chaotique, elle devient asymétrique, contrôlée, contenue. Ce n'est pas une promesse de victoire rapide, c'est une promesse de non-effondrement. Et dans ce type de conflit, ne pas s'effondrer est déjà une rupture stratégique. Il y a un moment précis où la souveraineté n'est plus théorique. Ce moment arrive quand les contrats sont touchés, quand les permis sont retirés, quand l'accès aux ressources n'est plus garanti. C'est là que le conflit change de nature. Traoré le dit sans emphase, les accords dénoncés, les forces discrètement parties, les permis miniers révoqués, tout cela n'est pas visible au premier regard. Mais c'est précisément ce qui déclenche les réactions les plus violentes, parce que la souveraineté réelle ne se mesure pas au discours, elle se mesure aux pertes qu'elle inflige à ceux qui profitaient du système. À partir du moment où l'État décide d'exploiter lui-même son or, il ne remet pas seulement en cause des entreprises, il remet en cause une architecture entière de dépendance, et cette architecture ne s'effondre jamais sans résistance. C'est ici que le récit devient inconfortable, parce que le président ne parle pas de sanctions économiques abstraites, il parle de pression sécuritaire directe, de sabotage, de tentatives de déstabilisation coordonnée. La question n'est donc plus est-ce que cette politique est risquée? La question devient à quel moment l'inaction aurait-elle été moins dangereuse? En retirant des permis, en imposant la priorité au local, en bloquant certains circuits d'importation, le pouvoir ne cherche pas à plaire, il accepte de créer des ennemis et il le sait. C'est pour cela que certaines décisions sont retardées,
non par hésitation, mais par séquencement. Tout ne se fait pas en même temps, parce que tout déclencher simultanément, c'est offrir une cible parfaite. Ce qui est décrit ici n'est pas un nationalisme impulsif, c'est une gestion du tempo conflictuel. Pendant que l'opinion se concentre sur la guerre, les structures économiques sont déplacées. Pendant que l'attention médiatique regarde ailleurs, les lignes rouges en moyenne sont franchies une à une. Et quand l'effet devient visible, il est déjà trop tard pour revenir en arrière sans chaos. Cette logique s'étend au-delà du Burkina Faso. Elle touche l'AES, la coordination militaire, la formation conjointe, la perspective d'une force unifiée, ce que certains appellent une alliance fragile, est en réalité une réponse directe à une pression commune, un mécanisme de survie politique, parce que voir des États africains coordonner leurs armées, harmoniser leurs documents, préparer une monnaie, ce n'est pas neutre, c'est perçu comme une menace systémique, et chaque avancée dans ce sens réduit l'espace de manœuvre de ceux qui misaient sur la fragmentation. À ce stade, une chose devient claire, la guerre armée n'est qu'un volet. La vraie bataille se joue sur le contrôle du temps, du rythme, de l'irréversibilité. Quand un pays commence à payer ses salaires sans nouvelles ressources extérieures, quand il maintient l'État malgré l'asphyxie, cela signifie que quelque chose a déjà basculé, pas vers la victoire, mais vers l'autonomie minimale. Et une fois cette autonomie atteinte, le chantage cesse de fonctionner. C'est là que le conflit devient dangereux pour ceux qui l'ont longtemps maîtrisé. Reprendre une zone n'est pas une victoire, c'est une responsabilité. Traoré le dit clairement, certains territoires ont été sécurisés, mais les populations n'y sont pas encore autorisées à revenir. Ce détail change tout parce qu'il révèle une rupture avec une logique ancienne, annoncer la victoire avant qu'elle ne tienne. Ici, la prudence n'est pas de la peur, c'est une stratégie de stabilisation. Chaque localité est traitée comme un cas distinct. La géographie symbolique, pression ennemie, capacité de consolidation. Faire revenir trop tôt, c'est exposer les civils. Attendre trop longtemps, c'est créer du ressentiment. Le pouvoir avance donc dans une zone étroite. Et il le sait, les retours déjà effectués servent de test. Quand ça tient, on élargit. Quand ça résiste, on consolide. Et pendant ce temps, un autre chantier avance en silence. Le traitement des déplacés comme acteurs, pas comme victimes passives. Statut de pupille de la nation, prise en charge psychologique, soutien humanitaire structuré, pas comme geste compassionnel, mais comme investissement social. Parce qu'un État qui laisse ses déplacés s'installer durablement dans l'attente fabrique une instabilité future. C'est pour cela que les forces locales, les VDP, ne sont pas pensées comme une parenthèse armée. Elles sont intégrées dans un cycle, combat, retrait progressif, reconversion, agriculture, élevage, activité productive. La logique est simple, un homme qui combat sans perspective de retour à la vie civile reste une bombe à retardement. Ce schéma vaut aussi pour l'administration. Ministres envoyés sur le terrain, conseil des ministres suspendus, contact direct avec les réalités, pas pour faire de la communication, mais pour recalibrer les décisions, parce qu'un État qui décide depuis la capitale, sans entendre les villages, ne reconquiert jamais durablement. À ce stade, la guerre se transforme, elle cesse d'être une ligne de front, elle devient une opération de maillage, sécurité, production, autorité locale, symbolique du retour, et chaque élément manquant fragilise l'ensemble. C'est pour cela que le discours insiste moins sur les dates que sur les conditions. Reprendre les 30% restants n'est pas une promesse électorale. C'est un processus conditionnel. Quand les conditions sont réunies, on avance. Quand elles ne le sont pas, on attend. Dans un contexte aussi instable, l'attente peut être une forme de puissance. À mesure que le Burkina Faso se durcit, le conflit cesse d'être uniquement national, il s'élargit. La coordination avec le Mali et le Niger n'est pas présentée comme un idéal panafricain, elle est décrite comme une nécessité opérationnelle, parce que l'ennemi ne respecte ni frontières, ni souveraineté administrative. Face à cela, l'AES n'est pas une alliance de façade, c'est une réponse directe à une pression partagée. Officiers de liaison, centres d'opération conjoints, formations croisées, manœuvres hebdomadaires, tout cela est dit sans lyrisme, comme on parle d'une mécanique qu'on n'a plus le luxe de discuter, et ce point est crucial. Voir des armées africaines s'entraîner ensemble, partager du renseignement, préparer une force unifiée n'est pas perçu comme neutre à l'extérieur, c'est une rupture stratégique, parce que l'ordre ancien fonctionnait sur l'isolement, chaque crise traitée séparément, chaque État rendu dépendant. L'AES casse cette logique,
pas par discours, par interopérabilité. Et plus cette coordination progresse, plus les tentatives de sabotage augmentent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une corrélation. L'unité dans ce contexte n'est pas célébrée, elle est attaquée. C'est pour cela que la question de la monnaie, des documents communs, de la libre circulation sans extorsion revient sans cesse, pas parce que tout est prêt, mais parce que l'intention est déjà un signal politique. À partir du moment où l'idée d'une identité AES devient concrète, le retour au statu quo devient coûteux. Et c'est précisément ce coût qui dérange. Mais cette trajectoire a un prix interne, discipline accrue, tolérance zéro pour l'extorsion, exposition publique des cas de corruption. Le discours est clair, on ne peut pas réclamer la souveraineté externe tout en tolérant la prédation interne. C'est là que beaucoup décrochent, parce que l'unité exige des sacrifices des deux côtés. À ce stade, une question s'impose. Si l'Afrique ne se coordonne pas quand elle est attaquée, à quel moment le fera-t-elle ? L'AES n'est peut-être pas la réponse finale, mais c'est un précédent, et un précédent dans l'histoire politique est souvent plus dangereux qu'une révolution. Après 2 ans, la question n'est plus de savoir si la trajectoire est confortable, elle ne l'a jamais été. La vraie question est plus brutale. Que se passe-t-il si l'on s'arrête maintenant ? Si cette ligne est acceptée, alors la souveraineté cesse d'être négociable. Le développement devient une obligation, pas une promesse. La sécurité devient un processus, pas un événement, mais le prix est clair. Pression permanente, conflit prolongé, erreur coûteuse. Si cette ligne est rejetée, alors le retour à la dépendance est immédiat. Les accords reviennent, les circuits opaques se réinstallent, la guerre change de forme mais ne disparaît pas. Et il y a le troisième scénario le plus dangereux, le silence. L'habitude, l'acceptation progressive de l'instabilité comme norme. C'est souvent ainsi que les pays se perdent, pas par défaite, par fatigue. Ce discours ne demande pas l'adhésion aveugle, il impose un choix, parce qu'à partir du moment où un État touche aux intérêts profonds, il ne peut plus prétendre à la neutralité. Chaque citoyen est alors placé face à une responsabilité historique, soutenir, contester ou se retirer. Mais ne plus prétendre ne pas savoir ce que révèle cette séquence, ce n'est pas un homme providentiel, c'est un système en mutation forcée. Et dans ce type de mutation, il n'y a pas de victoire rapide, il n'y a que des trajectoires. La question n'est donc pas « est-ce que cela va marcher ?» La question est plus inconfortable. Qu'avons-nous accepté comme normal avant et sommes-nous prêts à payer le prix pour que cela ne le soit plus ?